Voilà. Alors, donc on va encore attendre 1 ou 2 minutes parce que normalement vous êtes, je crois, 11 personnes inscrites. Voilà, ça arrive. Accepter. Il y en a d'autres qui ont voulu intégrer le groupe hier soir et ce matin, mais non. J'ai limité à 11 parce qu'après, ça aurait été un peu trop compliqué pour présenter le cours et surtout pour laisser à chacun la possibilité de parler et de poser ses questions. Donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui ne Bon, certains d'entre vous, forcément, vous m'avez trouvé sur les réseaux sociaux, donc vous me connaissez un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Bruno, je suis français, j'habite en France, j'habite en Bretagne, donc à l'ouest de la France. Et donc, j'ai 56 ans. Je suis prof depuis 35 ans environ. 35 ans, mais pendant en fait 28 ans, 29 ans, j'ai été prof en lycée. C'est-à-dire que j'avais des élèves qui avaient entre 15 et 17 ans, des adolescents, des grands adolescents qui avaient entre 15 et 17 ans, et donc je les préparais au niveau littéraire, etc., pour l'examen du bac. Je les préparais pour le bac français. Et puis, donc, à 50 ans, j'ai tout quitté, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Je ne le regrette pas aujourd'hui parce que c'est de pire en pire pour les profs. Donc, j'ai quitté l'éducation nationale. Je suis parti en Espagne. Je me suis installé en Espagne où j'ai vécu pendant 4 ans. J'ai créé ma propre académie de langue, donc de français langue étrangère là-bas. Et je suis revenu ensuite en France où j'ai continué sur le même système. Et donc, en fait, aujourd'hui, je ne travaille que online. C'est-à-dire que je ne donne aucun cours chez moi. Là, je suis chez moi, mais je travaille uniquement online. Donc, vive Internet, parce que le jour où Internet va tomber en panne, bah, c'est fini pour moi. Donc, je n'aurai plus de travail. Donc, je voudrais vous remercier tout d'abord de participer à ce cours. Accepter. Donc une autre personne espagnole qui arrive. Je voudrais vous remercier de participer à ce cours et surtout d'avoir accepté que cette vidéo soit enregistrée parce qu'évidemment, c'est un petit peu du donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je vous donne un cours gratuit et vous, en compensation, bah, vous acceptez que cette vidéo soit republiée derrière sur les réseaux sociaux pour que me faire un petit peu de publicité, que les gens apprennent à me connaître et éventuellement apprécier le travail que je fais. Donc voilà pourquoi je vous ai demandé ça. Alors, on va travailler comment? Je vais partager avec vous mon écran. J'ai préparé un document où je vais noter tout ce qu'il faut que vous fassiez. Je vais vous l'expliquer oralement. Je vais vous donner des phrases types que vous pouvez réutiliser en production orale de C1. Je vais vous rappeler la méthodologie exacte parce que malheureusement, si vous consultez des manuels de DALF C1, ils vous disent tous du blanc ou du noir ou du gris. Certains vous disent qu'il faut faire ça, d'autres vous disent qu'il faut faire le contraire, etc., etc. Moi, je vais vous dire des choses. Alors, ça va être le contraire de ce qui est dit dans certains manuels, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les élèves qui ont passé le C1 avec moi l'ont réussi. Donc, apparemment, ma méthode fonctionne. Donc, voilà. Donc, nous verrons la méthodologie, nous verrons surtout les erreurs, les plus grosses erreurs qui peuvent être commises, que j'ai pu voir, moi, chez mes élèves, etc. Les grosses erreurs qui sont commises et qu'il ne faut surtout pas commettre. Et ensuite, vous me poserez les questions. Si vous avez des questions, j'espère que vous les avez préparées, je répondrai à ces questions. Nous allons travailler pour nous appuyer sur la méthodologie, nous allons travailler sur un sujet précis que je vous ai envoyé, le sujet sur les voitures électriques. Donc, je l'ai ouvert également là, donc je pourrais le mettre en écran et on le retrouvera. OK? Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Non? Tout le monde comprend parfaitement ce que je dis? Ou je parle trop vite? Non, oui, Non, ça va? Bon, ça va. OK. Très bien, très bien. Parce que c'est vrai que je suis habitué à parler assez vite parce que je n'ai que des C1
et des C2. Je ne prépare pas pour les niveaux inférieurs. Donc, j'ai pris l'habitude de parler normalement. Et pour certains, ça peut peut-être poser quelques problèmes. Mais c'est très bien. Donc, je vais partager mon écran avec vous. L'intégralité de mon écran. Hop, partager. C'est ce document-là. Voilà. Donc, je précise que ce document, vous allez tous le recevoir à la fin du cours au format PDF. OK? Donc, vous pourrez le reconsulter, vous pourrez revoir, etc., toutes les informations que j'ai données. Donc, je vous l'ai dit, nous travaillerons sur les voitures électriques, sur le sujet sur les voitures électriques, dont l'énoncé était « La voiture électrique est-elle réellement la solution parfaite que les constructeurs cherchent à nous vendre ?» Nous reviendrons sur ce sujet un petit peu après, mais je veux tout d'abord vous présenter un petit peu l'examen en lui-même. Alors, l'examen d'Alphe C1, pour parler rapidement, c'est 4 épreuves. Compréhension écrite, compréhension orale. Bon, ça, je ne vais pas insister là-dessus. Production écrite et production orale. La grosse difficulté du C1, il faut l'admettre, c'est la production écrite, et notamment la synthèse. D'accord? La synthèse qui fait peur à tout le monde. Et il faut avouer que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais bon, nous n'en parlerons pas ce soir. Et puis, vous avez un essai argumenté qui est à peu près le même que pour le B2. Si vous avez déjà passé le B2, l'essai argumenté, c'est une lettre formelle, un courrier dans un forum, etc. C'est à peu près comme le B2, c'est le même nombre de mots. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis, vous avez la production orale. La production orale, elle est différente du C1, du B2, pardon. Parce que B2, je ne sais pas si vous l'avez déjà passé, vous avez un petit texte de quelques lignes et vous devez, à partir de ce texte, trouver une problématique. Là, vous n'allez pas avoir un petit texte de quelques lignes, vous allez avoir 2, voire 3 gros textes. OK? Ça peut être 2, ça peut être 3. Ça dépend des sujets qui vous sont préparés, etc. Mais ce sera systématiquement 2 ou 3 textes. Au B2, vous deviez, en introduction, présenter les textes. Dire, le texte 1 s'appelle X, il a été publié telle année, par telle personne, dans tel journal, etc., etc. Ça, en C1, c'est terminé. Vous ne faites pas ça. Surtout, vous ne devez pas présenter les textes. Vous devez présenter le problème dont parlent les textes, le sujet dont parlent les textes. Mais vous ne devez pas présenter les textes. Imaginez, il y a 3 textes. Si vous devez présenter les 3 textes les uns après les autres, ça va déjà vous prendre 4 minutes. Donc, ce n'est pas possible. Vous allez donc recevoir, alors quand vous allez vous présenter le jour de l'examen, vous aurez sur la table 3 sujets. Retournez, vous ne les voyez pas. 3 sujets retournés, vous ne les voyez pas. Vous en prenez 2 que vous pouvez retourner, que vous pouvez regarder. Vous regardez, vous avez 20 secondes, 30 secondes pour regarder les 2 sujets et vous dites, je veux celui-là. Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Donc, c'est déjà un avantage pour vous. Si vous tombez, par exemple, vous êtes plutôt scientifique et que vous tombez sur un sujet littéraire, vous allez, et un sujet scientifique, vous allez prendre le scientifique. Si, au contraire, comme moi, vous êtes plutôt littéraire et que vous tombez sur les nouvelles technologies ou sur le transhumanisme ou sur les voyages spatiaux, vous allez plutôt prendre l'autre. C'est normal. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de choisir celui qui vous intéresse. Je vous présenterai quelques sujets rapides qui sont tombés au cours des derniers mois dans le monde. OK? Je vous en présenterai quelques-uns. Une fois que vous avez votre sujet, vous avez 1 heure pour le préparer. C'est-à-dire pour préparer votre plan, pour préparer votre problématique, pour préparer les arguments et évidemment pour lire les documents. Vous avez 1 heure pour faire ça. Et au bout d'1 heure, vous vous retrouvez face aux examinateurs et là, vous devez faire un monologue de 8 à 10 minutes. Ils ont réduit depuis quelques années. Avant, c'était 15 minutes. Avant, vous deviez parler 15 minutes plus 15 minutes de débat. Ils ont changé. Ils ont réduit le monologue pour augmenter le débat.
C'est-à-dire c'est 10 minutes de monologue et 20 minutes de débat. Ils ont augmenté le temps du débat. OK? Donc, vous avez 8 à 10 minutes pour présenter le sujet qui vous est proposé. Au bout de ces 8 à 10 minutes, vous précisez que vous avez terminé. Je vous donnerai des phrases types pour le faire. Et puis, vous passez au débat avec les examinateurs, au cours duquel ils vont vous poser plusieurs types de questions auxquelles il faudra répondre. Des questions que vous n'avez pas préparées. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que vous allez devoir réagir rapidement aux questions qui vous sont posées. Parce que vous n'avez pas pu les préparer, ces questions-là. Et puis après, c'est terminé. Donc, vous avez une demi-heure maximum de présentation orale. Ça vaut 25 points maximum. Sachant que sur ces 25 points, il y en a plus de la moitié de ces points qui est réservé à la méthodologie. C'est-à-dire que si vous respectez parfaitement la méthodologie, même si votre niveau de langue est moyen, c'est-à-dire même si vous faites des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de prononciation, bon, il faut que vous soyez compréhensible quand même, faut qu'on vous comprenne. Mais même si vous faites des fautes, vous êtes sûr d'avoir la moyenne. Puisque la méthodologie vous rapporte plus de points que la moyenne. Donc, il faut vraiment connaître la méthodologie par cœur. C'est ça qui va vous rapporter, qui va vous permettre de réussir le DALF C1. Okay, et les autres niveaux également. Hein. C'est la même chose pour le C2, c'est la même chose pour tous les niveaux. Hein. Donc, la méthodologie. Vous devez, tout d'abord, vous allez me dire, c'est évident, vous devez vous présenter. Vous devez dire bonjour aux personnes qui sont en face de vous. Ça semble évident, mais il y en a qui, dans le stress, oublient de le faire. OK, donc vous arrivez, vous vous asseyez. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, il y a 4 solutions possibles. Vous avez, généralement, ils sont 2. Alors, on va pas mettre les 4. Généralement, ils sont 2. Donc, vous allez dire bonjour, bonjour mesdames, si ce sont 2 femmes. Bonjour messieurs, si ce sont 2 hommes. Et bonjour madame, bonjour monsieur. Si il y en a un de chaque. Et dites bonjour. Ne dites pas salut. OK. Salut, moi c'est Nicolas. Je vais vous présenter, enfin je vais te présenter la production orale. Alors là, vous êtes foutus. Là, vous êtes déjà, c'est mort. OK. Donc soyez formel, soyez courtois, soyez poli. Ce ne sont pas vos amis, ce sont des profs, donc vous devez les respecter. Le respect est extrêmement important en français et en France en général. D'accord? Pour celles et ceux peut-être qui vivent en France parmi vous, vous devez le savoir, la courtoisie, la politesse est extrêmement importante, voire trop exagérée. On exagère parfois dans la politesse, mais c'est comme ça. Je vous donnerai juste une petite anecdote. Moi, je vous l'ai dit, j'ai vécu pendant 4 ans en Espagne, et notamment dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où tout le monde se tutoie, tout le monde se dit salut, tu, etc. Et moi, j'avais l'habitude d'aller acheter des viennoiseries, donc un petit pain au chocolat, le matin à la boulangerie en Espagne, la Napolitana. Et donc, j'arrivais, traduction littérale, salut ma belle. Alors, je ne la connaissais pas, c'était pas une amie. Hein. Salut ma belle, donne-moi un pain au chocolat, s'il te plaît. Et ça se passait très, très bien. 4 ans plus tard, je reviens en France. Je vais m'acheter mon petit pain au chocolat à la boulangerie de mon village. Et je parle à la boulangère exactement comme j'avais parlé à la boulangère en Espagne. J'ai cru qu'elle allait me tuer, la femme. Elle m'a lancé un regard. Elle aurait eu des couteaux à la place des yeux. J'étais mort.
OK, mais monsieur, comment pouvez-vous me parler comme ça? Qui on se connaît pas, qui vous a autorisé, et cetera. Et j'étais obligé de rechanger. Excusez-moi madame, bonjour, pourrais-je avoir, s'il vous plaît, un pain au chocolat? Merci beaucoup. OK. Donc, et là, ça lui a plu. Elle était contente. Donc, soyez toujours très poli quand vous parlez avec des Français. Une fois que vous vous êtes présenté, il va falloir, alors je vais vous présenter un petit peu la méthodologie. Il va falloir donc faire plusieurs parties. Il va y avoir là l'introduction. Dans l'introduction, vous allez devoir faire la contextualisation. Je vais revenir sur ces termes. La présentation de la problématique et la présentation du plan. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, contextualisation, c'est quoi? Contextualisation, c'est expliquer en quoi le sujet que vous avez à l'examen est important dans notre société en 2023. Quel élément de l'actualité montre ou démontre que ce sujet est important? Donc ici, par exemple, nous avons la voiture électrique. Il faut que vous démontriez en quoi le sujet, le thème de la voiture électrique est d'actualité. Donc vous pouvez, je vous donne un exemple, vous pouvez par exemple parler du fait que dès 2035, les voitures thermiques ne seront plus commercialisées en Europe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, à partir de 2035, on ne pourra plus acheter de voitures à moteur à essence en Europe. Ce ne seront que des voitures électriques. Une autre possibilité, c'est de dire que de plus en plus de pays encouragent les citoyens à acheter des voitures électriques pour la protection de l'environnement. Je fais quelques fautes de frappe, mais de plus en plus de pays encouragent les citoyens à acheter des voitures électriques pour la protection de l'environnement. Donc ça, ce sont deux contextualisations possibles. Donc il faut commencer par ça. Donc au départ, vous allez dire un exemple comme ça, 1 sur 2, pas les deux. Donc aujourd'hui, de plus en plus de pays encouragent les citoyens à acheter des voitures électriques. Nous pouvons donc nous demander, et là j'introduis ma problématique, nous pouvons donc nous demander si les voitures électriques sont réellement la solution parfaite que les constructeurs cherchent à nous vendre. Et vous voyez, donc j'ai repris la question qui était posée dans l'énoncé. L'énoncé sur la voiture électrique, c'était la voiture électrique est-elle réellement la solution parfaite que les constructeurs cherchent à nous vendre? Eh bien, je reprends mot pour mot la question qui m'est posée. Et je l'ai introduit grâce à un si. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé ici un discours indirect. Alors, peut-être que vous ne maîtrisez pas le discours indirect. Si vous ne le maîtrisez pas, vous avez la solution, c'est nous pouvons nous poser la question suivante. Donc, je vous donne l'autre solution. Nous pouvons donc nous poser la question suivante.
la voiture électrique est-elle la solution parfaite que les constructeurs cherchent à nous vendre? Et là, j'ai repris, il n'y a plus de si, c'est un discours direct. Donc, je mets la question telle qu'elle m'a été présentée. Donc ça, c'est la problématique. Première partie, contextualisation. Deuxième partie, problématique. Troisième partie, présentation du plan. Présentation du plan, c'est quoi? Ça va être en fait l'organisation que vous allez mettre en place pour répondre à cette question. Parce que vous avez posé une question, maintenant, il faut y répondre. OK? Donc, la présentation du plan, ça peut être, par exemple, afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quels sont les avantages liés à l'utilisation de la voiture électrique. Dans un deuxième temps, nous en verrons les inconvénients et enfin, nous chercherons quelques solutions pour améliorer la situation actuelle. Et donc, vous remarquerez que j'ai fait un lien entre la problématique et le plan afin de répondre à cette question. Nous verrons. Alors ça, c'est extrêmement important. Je vous conseille de systématiquement utiliser le nous, pas je, hein. Jamais je. N'utilisez jamais je. Ça fait extrêmement imbu de sa personne, encore la politesse française, ça fait quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui croit qu'il est tout seul dans la pièce. Je vous rappelle que vous présentez à des examinateurs et qu'il faut penser à eux. Donc, nous verrons. Dans un premier temps, connecteur. Quels sont les avantages? Donc, première partie du plan, ce sera les avantages. Dans un deuxième temps, autre connecteur, nous en verrons les inconvénients. Alors, je vais changer quelque chose après. Et enfin, nous chercherons, et enfin, troisième connecteur, nous chercherons. Alors, vous voyez, là, il y a un petit inconvénient dans mon plan, c'est que j'utilise 2 fois le verbe voir. Nous verrons, nous verrons. On peut remplacer ici, nous proposerons. OK? Donc, toujours nous et toujours le futur simple. C'est-à-dire le futur en un seul mot. Vous savez, vous avez le futur également, le futur proche, avec le verbe aller. Hein, nous allons voir. Nous allons proposer. Nous allons chercher. Non. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est français? Oui, c'est français, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, mais c'est très simple. Vous êtes en C1. Plus vous montrerez que vous avez une richesse syntaxique, grammaticale, de conjugaison, etc., plus ça vous rapportera des points. Si vous choisissez les choses les plus simples, les examinateurs vont dire ou vont penser ils ne savent pas utiliser autre chose. Il faut que vous prouviez que vous savez utiliser ce futur. Et le futur simple, contrairement à son nom, il est plus compliqué que le futur proche. Parce qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers, comme le verbe voir, qui est irrégulier. Donc, je vous conseille d'utiliser systématiquement nous et voir. Alors, surtout jamais je. Le je ne veux pas l'entendre avant la conclusion. Vous ne devez jamais utiliser je avant la conclusion. Donc là, mon introduction, elle est terminée. J'ai présenté mes 3 parties de l'introduction, la contextualisation, la présentation de la problématique
et la présentation du plan. Alors, je vais revenir sur cette problématique. Ici, vous aviez un sujet qui était assez simple parce que la problématique vous était déjà proposée. C'est-à-dire que vous aviez déjà une question. Mais imaginez que je vous donne une autre problématique, que je vous dise, les dangers du réchauffement climatique. Point. Il n'y a pas de question. Donc, vous, dans ces cas-là, vous devez créer une question à partir de ces mots-là. Parce qu'il faut une problématique. Et une problématique, c'est une question. C'est toujours sous la forme d'une question. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à partir de ces mots-là, vous inventiez une question qui va généralement commencer par comment, pourquoi, en quoi, est-ce que, enfin non, est-ce que non, c'est interdit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Comment lutter contre le réchauffement climatique? En quoi le réchauffement climatique est-il ou représente-t-il un danger pour l'humanité? Voilà. Vous voyez, là, j'en ai créé deux. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres solutions. Mais vous devez forcément créer une problématique. Alors, je l'ai fait d'une manière un petit peu est-il possible de lutter? Voilà. Je vais mettre un verbe quand même. Je l'ai fait naturellement, mais vous remarquerez que j'ai utilisé l'inversion sujet-verbe. C'est un point grammatical que vous devez absolument maîtriser. Il n'est pas question que vous disiez est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est informel? Donc, vous devez utiliser cette construction de phrases de questions formelles avec inversion sujet-verbe. Donc là encore, si vous ne maîtrisez pas ce point grammatical, travaillez-le. Je vais vous fournir les références d'un manuel qui est très très bien pour la grammaire. Pour le C1, C2, il est très très bien. Je peux vous le montrer maintenant. C'est où est-ce qu'il est d'ailleurs? Là j'ai la correction, mais j'ai pas le. Je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est la même couverture que celui-là. Donc Grammaire progressive du voilà, français. voilà. Grammaire progressive du français, B2, C2, Oui. c'est le meilleur. Ok. Donc le problème de ce bouquin, c'est que ils ont commercial à fond. Il en faut deux pour avoir les corrections. C'est-à-dire qu'il faut acheter les corrections à part. Ça, c'est la partie correction. Donc dans l'autre bouquin, que je ne sais pas où j'ai mis, vous n'avez que le cours et les exercices, mais vous n'avez pas les corrections. Je ne sais pas où il est. Ah, c'est peut-être celui-là. Ah bah oui, il est là. Ouais. Voilà. Donc vous avez celui-là et vous avez celui-là pour les corrections. Donc c'est vrai que les deux réunis, ça doit faire dans les, on va dire 30 € peut-être, environ. Les deux réunis, ça doit faire environ 30 €. Mais il est très très bien si vous avez des faiblesses grammaticales. Donc, votre introduction est terminée. Votre introduction, vous allez la faire en général en, allez, on va dire 1 minute 30 à 2 minutes. Oh mon Dieu. Tout ça,
vous devez le faire en moins de 2 minutes. C'est faisable, hein. Je l'ai fait avec mes élèves en formation. Je leur ai fait 2-3 exemples de sujets différents. Et à chaque coup, moi, bon, je parle vite, hein. Je parle normalement. Vous avez moins de fluidité, c'est normal. Mais moi, je le fais en moins d'une minute. Donc, on peut penser que vous, en 2 minutes, vous êtes capable de le faire. OK? Ensuite, une fois que vous avez fait cette introduction, vous allez devoir faire le développement. Et le développement, pardon, développement, mais pourquoi il ne veut pas? Voilà. Le développement, bah, vous allez reprendre le plan. Donc, c'est une reprise du plan avec 1, les avantages, 2, les inconvénients, 3, les solutions. Ne dites jamais, alors ça c'est une erreur que j'entends souvent, ne dites jamais ce mot-là, les désavantages. D'accord? Donc les avantages, les inconvénients, les solutions. Je vous conseille de trouver 3 avantages, 3 inconvénients et 3 solutions. C'est assez simple, hein. C'est assez simple. Les avantages, bah, vous avez l'environnement, par exemple. En inconvénient, vous avez le prix, vous avez l'autonomie. En avantage, vous avez le bruit, enfin le silence plutôt, etc., etc. Donc, à vous de chercher des avantages, des inconvénients. Et puis les solutions, ben, baisser les prix, augmenter l'autonomie, etc., etc. Alors, attention, ça c'est une erreur très fréquente parce que ce n'est pas classique comme organisation dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, vous réfléchissez d'une manière horizontale. C'est-à-dire que vous allez présenter dans votre développement avantage 1, puis inconvénient 1, puis solution 1. Ensuite, vous reprenez avantage 2, inconvénient 2, solution 2. Puis avantage 3, etc., etc. Pas en français. En français, vous devez présenter tous les avantages à suivre. Une fois que vous avez présenté tous les avantages, vous dites tous les inconvénients. Et une fois que vous avez présenté les inconvénients, vous dites toutes les solutions. Et là où ça pose un gros problème pour les élèves, c'est qu'entre chacun, vous devez mettre des connecteurs logiques. Alors, un connecteur logique, c'est pas le premier avantage, c'est l'environnement. Le deuxième avantage, c'est le bruit. Le troisième avantage, non, ça, c'est pas des connecteurs logiques, ça. OK? Les connecteurs logiques, ça va être de plus, en outre, également, de même. OK? Donc, les connecteurs logiques, c'est ça. Ne vous amusez pas à faire le deuxième avantage, c'est. Le troisième avantage, c'est. Parce que, bah, quand même, les connecteurs logiques, dans la grille d'évaluation, ça rapporte des points. Donc, si vous ne les utilisez pas, bah, ces points, vous ne les avez pas. OK? Donc, il faut un connecteur logique entre A et B, entre B et C, et entre C et le A de la partie 2. Donc, ici, à la fin, par exemple, je vais mettre néanmoins, cependant, toutefois, en revanche. Et là, ça va me permettre d'introduire
le petit a du 2. Et là, je reprends de plus l'autonomie en outre, et ça me permet de passer au C. Et puis là, donc, pareil, il va falloir que je trouve un connecteur qui va me permettre d'intégrer les solutions. En conséquence, ou par conséquent, et je vais introduire la première solution. Et toutes les solutions doivent être systématiquement au conditionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser le conditionnel. Donc, il faut maîtriser le futur, on l'a vu tout à l'heure, dans l'introduction. Il faut maintenant maîtriser le conditionnel. Et il y a un autre temps qu'il faut que vous maîtrisiez, et là, ça va faire peur à certains, c'est le subjonctif. Oui, c'est vrai. Le subjonctif, il faut le maîtriser. Parce que vous devez être capable d'utiliser des structures impersonnelles du style il est indispensable que je sais pas moi, les citoyens fassent. Hop, subjonctif. Donc ça, subjonctif, conditionnel et futur sont des temps que vous devez absolument maîtriser. Je reviendrai tout à l'heure sur les points grammaticaux que vous devez connaître. OK? Donc là, vous avez fini votre développement. Ça vous a pris, on va dire, 4 minutes, 4 ou 5 minutes. Et il vous reste la conclusion. Conclusion, vous allez donner votre point de vue sur le sujet, et éventuellement apporter votre expérience. Est-ce que vous avez vous-même une voiture électrique? Est-ce que vous aimeriez en avoir une? Pourquoi vous en avez une? Pourquoi vous n'en avez pas? Etc., etc. Apportez votre expérience. Moi, par exemple, je pourrais dire que moi qui fais des voyages assez régulièrement en Espagne, une voiture électrique pour faire 1400 km, je vais mettre 3 jours. D'accord? Le temps faut que je m'arrête tous les 300 km pour refaire le chargement qui me prend je ne sais pas combien de temps. Donc, je vais mettre 3 jours pour y aller. Donc, ce n'est pas intéressant pour les grands voyages. C'est peut-être très intéressant pour les gens qui habitent en ville. Mais, et puis, dans certains pays, il n'y a pas beaucoup de recharge. Ça, vous voyez, c'est un inconvénient aussi. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est le manque De bornes. de bornes. Oui. Manque de bornes. C'est également un inconvénient. OK? Donc, en conclusion, vous donnez votre point de vue, vous apportez votre expérience et vous ouvrez le débat sur un autre sujet. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais quoi comme sujet? Vous pouvez prendre un autre sujet sur les voitures. On a parlé ici des voitures électriques, mais il y a de plus en plus de constructeurs qui cherchent à développer les voitures autonomes, c'est-à-dire les voitures sans conducteur. Oui. Ce sera la nouvelle étape, comme Tesla par exemple, qui cherche, ou il y a une entreprise chinoise également qui cherche à développer, d'ailleurs ça existe déjà, vous allez en Chine, vous avez déjà des taxis sans conducteur. Vous avez des taxis sans conducteur, donc ça existe déjà. Donc ça sera la prochaine étape des voitures autonomes. Mais vous ouvrez le débat, c'est-à-dire que vous allez dire, nous pouvons nous demander quel sera l'avenir de la voiture électrique et au-delà de cette voiture électrique, si elle ne finira pas par être remplacée par des voitures autonomes. Mais vous ne répondez pas. Vous posez cette question. Point.
Mais ça a toujours en relation avec le sujet du texte. Oui. Ah bah oui, c'est sûr que si le sujet Ok. c'est sur les voitures électriques, vous n'allez pas parler des médecines alternatives. Ok. Pour faire le lien entre les deux, ça va être compliqué. OK? Donc O sea, se il faut vraiment que ce soit en lien direct quand même. Ok. o sea, serait la voiture solaire aussi. Voiture solaire. Oui. Voiture solaire. On peut, par exemple, dans les solutions, on peut développer les énergies renouvelables. Oui. C'est une solution également. Très bien. Voilà, OK. Alors, bon, cette conclusion, pareil, ça va vous prendre en gros, comme l'introduction, hein, entre 1 minute 30 et 2 minutes. 1:30 plus, allez, 5, ça fait 6:30 plus 1:30, on est à 8. On est bon. OK? Vous devez finir quand même. Attention, politesse. N'oublions pas la politesse française. Vous précisez que vous avez terminé. Vous remerciez les examinateurs de vous avoir écouté. Vous leur proposez de répondre à leurs questions. Donc, ça donne quoi? Un exemple. J'ai maintenant terminé ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous souhaiteriez me poser. Vous voyez, ça m'a pris 10 secondes et j'ai fait les 3 questions en 10 secondes. Okay. Alors oui, je suis habitué, oui. C'est évident que vous ne pouvez pas le faire à mon rythme. Mais c'est normal, c'est normal. On n'attend pas de vous que vous soyez parfait. D'accord? On n'attend pas la perfection au C1. D'ailleurs, personne n'est parfait. Même moi, je fais des fautes, hein. Même moi, je fais des erreurs. L'autre fois, j'ai fait je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur la littérature et sur Émile Zola. Et j'ai fait, en parlant, j'ai fait une liaison interdite. J'ai dit les 4 enfants, comme s'il y avait un S à 4. D'accord? On dit les 4 enfants. Je m'en suis rendu compte, je me suis corrigé aussitôt, mais on fait des erreurs, c'est normal. On fait tous des erreurs. Même les Français font des erreurs. Et ils en font beaucoup, malheureusement. Les Français font de plus en plus d'erreurs en orthographe, en grammaire, etc., etc. Donc, on ne va pas demander à un élève qui se présente pour le C1, qui est étranger, d'avoir un meilleur niveau grammatical que les Français eux-mêmes. Ce serait le comble quand même. D'être plus exigeant avec un étranger qu'avec un Français. Ce serait exagéré quand même. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des élèves qui l'ont passé, ils n'avaient pas un niveau parfait en linguistique, en niveau langue, et ils ont eu une excellente note. Ils ont eu une excellente note. Donc, si vous maîtrisez la méthodologie, il n'y a pas de souci. OK? Alors, je reviens sur les erreurs les plus fréquentes. Je vous l'ai dit, ne pas se présenter. Ça, c'est une très grosse erreur qui sera forcément sanctionnée. Ne pas proposer de problématique. C'est-à-dire, je rappelle, toujours sous la forme d'une question. Et s'il n'y a pas de question, vous devez en créer une. Ne pas contextualiser. Présenter les textes. C'est-à-dire comme pour le B2, vous savez, le texte numéro 1 s'appelle, etc., etc. Vous allez perdre un temps fou et ça ne sert à rien. Ne pas suivre le plan. Alors ça, c'est des erreurs que je vois assez souvent. C'est-à-dire que l'élève, en introduction, il dit « Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients ».
Et puis dans son plan, problème, conséquence, solution. Son développement est différent, le plan de développement est différent de ce qu'il m'a annoncé en introduction. Ça, ce sera sanctionné, fortement sanctionné. Mélanger la partie solution et la conclusion. Ça, c'est une erreur fréquente aussi. La partie solution, ce ne sont pas vos solutions. On ne vous demande pas vos solutions à vous. On vous demande les solutions qui peuvent être mises en place dans notre société. Ce n'est pas vous qui allez décider de baisser les prix. Ce n'est pas vous qui allez augmenter l'autonomie des voitures. Et ce n'est pas vous qui allez développer les énergies renouvelables. Donc, ce ne sont pas vos idées, ce sont les solutions qui peuvent être mises en place dans notre société. Vos solutions à vous, ce sera dans la conclusion. Donc, ne mélangez pas solution et conclusion. Autre erreur, ce sera précisé sur l'énoncé, vous ne devez pas vous limiter aux arguments qui sont dans les textes. Évidemment, vous avez des arguments qui sont présentés dans les textes. Dans les textes, vous avez des idées qui vous sont données. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider à trouver des idées. Mais vous ne devez pas vous limiter à ces idées-là. Vous devez être capable d'apporter des arguments qui ne sont pas dans les textes. Si vous n'apportez que des arguments des textes, vous perdrez des points. Ce qu'ils vont dire, cette personne, elle n'a pas d'idée. Elle ne fait que répéter ce qui est dit dans les textes. Autre erreur, je ne l'ai pas mis en 8, mais c'est une autre erreur, exposer son point de vue dès le départ. C'est-à-dire, dès l'introduction, je vais dire « Ah, les voitures électriques, j'aime pas ». Quel intérêt de présenter tout ce qui va suivre derrière? Vous allez me dire « J'aime pas » et derrière, vous allez me présenter des avantages. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, n'exposez pas votre point de vue. Ne dites pas « J'aime ou j'aime pas » dès le départ. Vous le dites en conclusion. OK? Autre erreur fréquente, ne pas maîtriser le temps dont vous disposez. Alors, de temps de préparation, c'est-à-dire 1 heure, il faut que vous soyez prêt au bout d'1 heure, et le temps de présentation, c'est-à-dire entre 8 et 10 minutes. Si votre présentation est fait 5 minutes, vous serez sanctionné. Si votre présentation fait 15 minutes, il est possible qu'on vous arrête avant la fin. Qu'on vous dise, bon, madame, ça va, hein, on va passer au débat. Et ça va vous perturber, ça va vous stresser encore plus, et vous risquez d'être en panique complète pendant le débat. OK? Donc, maîtrisez votre temps. Entraînez-vous à maîtriser votre temps. Ça, je l'ai déjà dit, oui, donc se contenter des arguments qui sont présents dans les textes, vous devez être capable de réutiliser des arguments. Alors, je vous ai mis le lien vers une des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où je reprends un petit peu les erreurs les plus fréquentes à la production orale. Alors, ce n'est pas spécifique au C1. J'ai fait les erreurs les plus fréquentes en production orale, mais vous retrouverez les idées. Alors là, on va rentrer dans la troisième partie, les questions. Je vais déjà répondre à une question qui ne m'a pas été posée aujourd'hui, mais qui m'est souvent posée. C'est notamment, j'ai une élève là dans le groupe C1 que j'organise en ce moment. J'ai une élève qui habite au Kenya. Elle n'a jamais mis les pieds en France. Elle n'a jamais mis les pieds en Europe. Et elle ne connaît absolument pas la société française. Donc, elle me dit, moi, alors bon, là, ce n'était pas sur un sujet sur la voiture, hein, mais sur un sujet sur l'école, par exemple, ou sur le monde du travail, et que je lui demande de contextualiser en France, elle est perdue parce qu'elle ne connaît pas le monde du travail en France, comme elle ne connaît pas le monde de l'école, de l'éducation en France. Mais j'ai envie de lui dire, c'est ton problème. C'est pas de la faute des examinateurs si tu ne maîtrises pas la culture française. En C1, vous devez maîtriser la culture française.
Vous devez connaître les caractéristiques de la société française. Ça fait partie de votre travail, des connaissances que vous devez maîtriser. Donc non, vous ne pouvez pas contextualiser dans votre pays. Si on vous demande d'expliquer les problèmes d'éducation en France, ben vous ne pouvez pas expliquer les problèmes d'éducation en Turquie, en Inde, en Chine, au Kenya ou en Colombie. Non, vous devez expliquer la situation en France. Et si vous ne la connaissez pas, je vais être méchant, mais c'est votre problème. C'est à vous de préparer, d'anticiper et de vous informer sur la société française. On a parlé, par exemple, avec mon groupe, là, on a parlé, et c'est là qu'elle a réagi parce qu'elle était complètement effarée, on a parlé du bien-être animal. Vous savez, la France et l'Europe, maintenant, les chiens, ce sont des êtres vivants, des êtres doués de sensibilité, etc. Il ne faut surtout pas les frapper, il ne faut pas être violent avec les animaux de compagnie, etc., etc. On risque même des peines de prison. Et quand je lui ai dit ça, mais elle m'a dit, mais au Kenya, je peux tuer mon chien devant les voisins, on ne me dira rien. On ne me dira absolument rien. C'est quelque chose de normal, c'est un animal, c'est rien du tout. Donc vous voyez, et pour elle, elle ne comprend pas et elle n'imagine pas pouvoir présenter un sujet là-dessus parce qu'elle est perdue. Mais là encore, je lui ai dit, mais malheureusement, c'est ton problème, c'est à toi de te renseigner, c'est à toi de t'informer, c'est à toi de lire, d'écouter les informations, les podcasts, les radios françaises, les journaux français, etc., pour te renseigner comment ça fonctionne. OK? Donc ça, c'est une première question. À vous maintenant, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, je n'ai pas fini, hein. Je vais redévelopper quelques petites choses derrière, mais est-ce qu'il y a d'abord des questions que vous vous êtes posées, vous, sur la production orale et auxquelles, éventuellement, je n'aurais pas répondu? Oui, moi j'ai deux questions. La première, c'est quand on se présente, on dit bonjour, je m'appelle Lavinia, et tout ça, non? Le nom et tout. Oui. Et la deuxième question, c'est vrai qu'on peut choisir la thématique quand on s'inscrit, si on est plutôt scientifique ou plutôt littéraire. Non, que j'ai lu sur ça n'existe plus. Ça existait, mais ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 ans, je crois, 3-4 ans, je crois que ça a changé il y a 3 ans. Il était possible, mais c'était pour le C2, hein, c'était pas pour le C1, c'était pour le C2, il était possible de choisir la thématique, c'est-à-dire ou sciences humaines ou sciences. Donc, si vous étiez plutôt scientifique, vous choisissiez sciences, c'était quand même beaucoup plus facile pour vous. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber sur un sujet scientifique. OK. Comme vous pouvez tomber sur un sujet de société, comme l'éducation, la médecine, vous pouvez tomber sur un sujet sur la médecine. Les médecines alternatives, c'est tombé. Un sujet qui est tombé au mois de juin l'année dernière en France, j'ai une élève espagnole qui l'a passé en France et qui est tombée là-dessus, c'est la fécondité, l'évolution de la fécondité des femmes de plus de 40 ans. Okay. C'est-à-dire pourquoi les femmes attendent de plus en plus longtemps avant d'avoir leur premier enfant. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons elles ont leur premier enfant de plus en plus tard, voire après 40 ans. Donc ça, c'était le sujet sur lequel elle est tombée. Si vous n'êtes pas particulièrement préparé, si vous n'êtes pas scientifique, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc, il y a des sujets sur l'espace qui sont tombés. Les voyages spatiaux, le tourisme spatial. C'est des sujets qui peuvent être difficiles pour les gens qui ne sont pas scientifiques. Oui. Mais il faut les préparer. Vous pouvez tomber dessus. Vous pouvez tomber dessus. D'accord. Juste aussi une petite question que peut-être il y a un petit peu de relation avec la question que Lavigne a posée. Est-ce que, donc, du coup, on va avoir
deux ou trois tests. Ils vont nous présenter 2 ou 3 tests et à nous de choisir. Alors, il ne vous présente pas 2, 3 textes, il vous présente les sujets rapidement, c'est-à-dire que vous allez voir que le premier, c'est sur l'éducation, et vous allez voir que le deuxième, c'est sur l'environnement. Vous avez 20 secondes pour choisir celui qui vous intéresse le plus. D'accord, ok. Bon. Je précise une chose, je vais en parler plus tard, j'ai noté quelque part. Il y a un de mes élèves qui s'est fait engueuler à Madrid. Il l'a passé à Madrid. Il s'est fait engueuler parce que il a utilisé des stabilos, vous savez, pour noter, pour souligner tous les points importants dans les textes qu'il avait. Et il s'est fait engueuler parce que le correcteur lui a dit « Mais on les réutilise, ces textes, pour les autres élèves. Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire dessus. » Donc, je ne sais pas si c'est dans tous les pays. Je ne sais pas si c'est dans toutes les alliances françaises qu'ils font comme ça. Mais éventuellement, demandez, avant de commencer, demandez si vous avez le droit d'écrire dessus pour ne pas avoir de problème. Bon, ils l'ont laissé faire, ils ont été sympas, mais à Madrid, ils ne voulaient pas que les gens écrivent sur les documents. Donc, faites attention à ça. Je précise également que dans certains pays, alors c'est noté sur les sujets que normalement, vous devez avoir un dictionnaire unilingue à disposition. Unilingue, ça veut dire ça. D'accord, oui, pardon. Voilà. Dictionnaire unilingue, c'est tout en français. Uniquement français. C'est-à-dire, ça ne va pas être un dictionnaire français-espagnol ou un dictionnaire français-anglais ou un dictionnaire. Non. Ça va être un dictionnaire tout en français. Je précise, c'est écrit. Mais malheureusement, toutes les alliances françaises n'ont pas les moyens financiers d'avoir suffisamment de dictionnaires pour tout le monde. Donc, moi, je connais j'ai des candidats qui n'ont eu accès à aucun dictionnaire. Et on ne peut pas ramener notre propre dictionnaire. Ah non, non. Vous ne pouvez rien amener d'extérieur. Et surtout, attention, parce que ça, vous risquez de vous faire virer directement, rien de nouvelles technologies. Pas de téléphone portable, pas de tablette, pas de montre connectée. Moi, ma montre, elle est connectée Internet. Pas de montre connectée. Interdit. Donc, vous pouvez venir avec une vieille montre ou un vieux réveil de vos enfants là, ou une petite montre de vos enfants, etc. Mais pas de montre connectée. Rien de connecté à Internet. OK? D'accord. Est-ce que les tests oui, pardon, excuse-moi, Guadalupe, je reviens sur la question de Lavinia par rapport à la présentation. Oui, donc c'est « Je m'appelle X ». Et éventuellement, vous précisez « Je suis plus la nationalité ». Ça, c'est uniquement valable si vous vous présentez dans un pays différent de votre propre nationalité. Si vous êtes turc et que vous vous présentez en Turquie, il n'y a pas de raison. Si vous êtes roumain et que vous vous présentez en Roumanie, il n'y a aucune raison. Mais si vous êtes roumain et que vous vous présentez à Paris, précisez-le. OK? Ou si vous êtes espagnol et que vous venez vous présenter à Bordeaux, précisez-le. OK? Mais si vous vous présentez dans votre propre pays, il n'y a aucune raison de le faire. D'accord? Donc, voilà les deux. Il y a un troisième petit renseignement que vous pouvez éventuellement, mais apparemment, aucun d'entre vous ne correspond aux caractéristiques. C'est-à-dire si vous êtes très jeune ou très vieux. Ça peut être intéressant de donner votre âge. Je vous explique, j'ai dans mon groupe C1 actuellement, j'ai une gamine de 15 ans. Une gamine de 15 ans qui se présente pour le C1, c'est quand même assez rare. D'accord? Donc, elle sera, c'est peut-être anormal, vous allez peut-être considérer que c'est anormal, mais elle sera favorisée par rapport aux adultes. Donc, le fait de dire qu'elle a 15 ans, ça va lui donner des avantages. Donc, vaut mieux le dire. Il y a quelques mois de ça, j'avais dans mon groupe C2 une dame qui avait 72 ans.
Bah, une dame de 72 ans, elle n'a plus rien à prouver. Elle fait ça pour le plaisir. On ne va pas la détruire. On va l'aider, au contraire. On va essayer de l'encourager. Bravo, madame. Quel courage, quelle envie de continuer à apprendre, etc. Donc, on va l'aider. Mais bon, si vous avez 25, 30 ans, 35 ans, malheureusement, vous n'avez aucun avantage. Désolé. Vous n'avez aucun avantage. Rebonsoir, Monsieur Bono, si vous permettez, je voudrais savoir j'aimerais demander une question. Vas-y, vas-y. En fait, au niveau du sujet, on a dans le team de parler, et puis suite, on a aussi annoncé des sujets avec l'actualité, c'est ça? Et un peu de parler détaillé, c'est ça? Oui. Et sur le sujet annoncé et actualisé, on a fait combien de temps pour parler ça? Il y a le temps, il y a le second à parler, c'est-à-dire une minute de parler détaillé de sujet ou bien on attaque direct, directement la présentation. L'introduction, ça va être environ 1 minute 30. Donc, la contextualisation, ici, ça va vous prendre 30 secondes. Ça vous prend 30 secondes pour faire ça. D'accord. En total, en total, l'introduction, 1 minute 30, 2 minutes. Ça veut dire contextualisation plus problématique plus présentation du plan. C'est 1 minute 30, les trois réunis. D'accord. Donc, présentation, introduction et contextualisation et des présentations de la problématique. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. À niveau de l'actualité, on ajoute avec le sujet, c'est ça? Avec le quoi? Le sujet? Oui. 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 Bah, ça permet de présenter le sujet. C'est-à-dire que la contextualisation va… vous avez rentré le mot voiture électrique dans votre contextualisation et vous reprenez le mot voiture électrique dans la problématique. Ça montre bien la relation qu'il y a entre la contextualisation que vous avez faite et votre problématique. D'accord. Niveau de actualité, actualisation, on a donné des référents ou bien on parle seulement réellement en courant, le temps courant, c'est-à-dire en présent. Ah oui, il faut en parler pour 2023. La contextualisation, c'est toujours aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. 2023. Et puis, on a donné le référent, tel journal, tel article, comme ça, on a donné par exemple, Monsieur Bono, le professeur qui parle tel team à telle année, on a donné comme ça ou bien? Alors, au discours en direct, tu veux dire? Oh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Annonce le sujet. Tu le présentes comme un journaliste. Ah, d'accord. Ok. Tu le présentes comme un journaliste. Oh, oui. Tu peux le présenter comme ça. Oui, tu le présentes d'une manière objective, sans donner ton avis personnellement, sans dire j'ai entendu que. Il ne faut surtout pas dire ça. Il ne faut jamais utiliser je. C'est les voitures électriques, les voitures thermiques ne seront plus commercialisées en Europe dès 2035. 2035. Voilà. Donc, toujours le faire d'une manière neutre, objective. Merci. Juste une erreur que tu as faite tout à l'heure, tu as dit demander une question, c'est une erreur très fréquente. Où c'est que j'en suis? Où c'est que j'ai marqué ça? À la fin, je crois. Voilà, poser une question. Voilà. On ne dit pas demander une question, on dit poser une question. Ok? Ne dites jamais demander une question, on dit poser une question. Messieurs, alors, voilà. Donc, les points grammaticaux que vous devez maîtriser. Excusez-moi, monsieur. Oui. Moi, j'ai deux questions. La première, comme vous venez de dire, est-ce qu'on pourrait pas donner nos idées que dans la partie de conclusion? Vos idées à vous, oui, vos idées à vous, c'est dans la conclusion.
Vous ne pouvez pas les donner ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas mélanger avec les d'autres idées qu'on a déjà Non, non. prises, n'est-ce Tout pas? ce que vous allez dire dans le développement, Mhm. tout ce que vous allez dire dans le développement, ce ne sont pas vos idées. Mhm. Ce sont les idées, ce sont les choses que l'on voit dans la société, que l'on voit dans les journaux, que l'on voit, etc., etc. Les avantages, ce ne sont pas vos avantages. Ce n'est pas votre point de vue à vous. On ne vous demande pas votre point de vue à vous. Ce sont les avantages de la voiture électrique d'une manière générale. Devrait-on mentionner les extras, c'est-à-dire les sources qu'on a Non, l'ont pris? non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'as pas le temps en 8 minutes. Tu n'as pas le temps en 8 minutes. Ouais, mais donc, la deuxième question, c'est comment on pourrait régler le problème qu'on parle sans arrêtation, c'est-à-dire qu'on Qu'on parle parle sans quoi? sans arrêtation, c'est-à-dire sans m'arrêter c'est-à-dire sur un point ou bien mélanger des trucs, des Alors, phrases ou des parties. Alors, si vous mélangez, il faut que vous soyez structuré. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que chaque partie, je ne vais pas tout mélanger, il faut que chaque partie soit autonome. C'est-à-dire, vous avez une première partie, vous avez une deuxième partie et vous avez une troisième partie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un inconvénient au milieu des avantages. Comme vous ne pouvez pas mettre une solution dans la première partie. Les solutions, vous devez attendre la troisième partie pour les présenter. Tout doit être structuré. Vous n'avez pas le droit de mélanger. Et ça, c'est un problème parce que, par exemple, en Espagne ou en Angleterre, ils ont tendance à travailler de manière horizontale, alors qu'en France, on travaille de manière verticale. Donc, c'est un petit peu spécial au niveau organisation, mais malheureusement, vous devez vous y tenir. Est-ce que dans la conclusion, on peut reprendre les avantages pour donner le point de vue si on est d'accord avec les mêmes avantages qui proposent les tests, par exemple? Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous pouvez reprendre un point. C'est-à-dire que vous pouvez dire, j'ai parlé par exemple de l'autonomie. Oui. J'ai fait référence, dans le développement, j'ai fait référence à l'autonomie et personnellement, c'est un problème pour moi parce que je voyage beaucoup et le problème de l'autonomie de ma voiture fait que je ne veux pas pour le moment avoir de voiture électrique parce que je ne pourrais pas faire la route en une seule fois. En une seule fois, je serais obligé de m'arrêter régulièrement pour recharger la voiture et ça me pose un problème. Donc, je peux en effet reprendre un des éléments pour montrer pourquoi moi, personnellement, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Oui. D'accord. Et aussi, une autre petite question que j'ai, que les tests, en fait, qu'on va créer pour les présenter, donc ces tests structurés, il faut les rendre? Non. D'accord, ça reste pour nous et on peut les lire. Oui. Alors, oui, ça, je vais revenir. Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous ne pourrez pas le lire. Hein. On ne vous laissera pas le lire. Non. Non. Alors, je reviens justement là-dessus. Je crois que je l'ai mis quelque part, mais je ne sais. Voilà, oui, je l'ai mis au cours de l'examen. Donc, je vais revenir tout à l'heure dessus. Donc, les points grammaticaux. Création d'une problématique. Vous devez savoir construire une question formelle. Donc, pas de est-ce que. Hein. Je ne veux pas de est-ce que. Alors, je vais vous en poser juste une pour voir si vous êtes capable. Les enfants sont partis à 18h. Est-ce que vous pouvez me retrouver la question qui a été posée à la personne qui a répondu ça?
Sont-ils les enfants partis à 18h? Non. À quelle À heure quelle heure les enfants ils sont partis? Alors, j'ai entendu une partie, mais là, alors, je crois que c'est, je sais plus qui a dit. À quelle heure? À quelle heure les enfants sont partis? Non. À quelle heure les enfants sont-ils partis? Très bien. Ouais. Donc, cette structure-là, cette construction, vous devez la connaître par cœur. Je ne veux pas entendre, pardon, j'ai fait une faute, hein, à quelle heure, 2 heures. Je ne veux pas entendre à quelle heure est-ce que les enfants sont partis. Oui, c'est correct. Oui, cette phrase est correcte grammaticalement, mais c'est informel. Et tout l'examen du DALF C1 est formel. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un langage soutenu. Et donc, vous devez connaître cette construction. Le discours indirect. Vous devez connaître parfaitement le discours indirect, c'est-à-dire faire une phrase avec dire, expliquer, préciser, indiquer, répondre, avertir, demander, etc. Le ministre a répondu que, etc., etc. Ça, vous devez être capable de connaître tous ces verbes-là. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Et d'expliquer ce que la personne a dit. C'est-à-dire, si on vous donne un discours direct, vous devez arrêter de fumer. Le médecin m'a dit, qui peut me finir la phrase? Le médecin m'a dit qu'il faut arrêter de fumer. Non. Que je dois arrêter de fumer. Alors, première solution, que je dois... Non, Arrête. non, pardon, non, ça va pas non plus. Que je devais arrêter de fumer. Ah, voilà, là, je suis content, oui, que je devais arrêter de fumer. Concordance des temps. On est passé au passé composé ici, donc on est obligé d'utiliser l'imparfait ici. Et la solution, c'était, le médecin m'a dit d'arrêter de fumer. Ok, je vous en donne une autre. Est-ce qu'on peut dire le médecin m'a dit que je devrais arrêter de fumer? Non. 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 Vous avez un présent ici. D'accord. La concordance des temps vous impose de mettre un imparfait. Obligatoire. On peut utiliser le il faut. Par exemple, il faut. Non, parce que il faut est impersonnel. Donc, en fait, tu supprimes le je. On ne sait plus qui doit arrêter de fumer. Donc, ça change le sens de la phrase. Je vous en donne une autre. Même est-ce que je peux dire je dois. Le médecin Vas-y. m'a dit que je dois arrêter de Non. fumer. Non, la concordance des temps n'est pas bonne. Le présent. Non. Quand tu as du présent dans la principale au discours direct, tu dois le mettre à l'imparfait au discours indirect. C'est une D'accord. obligation. La concordance des temps est obligatoire. Les enfants viendront au cinéma demain. Le professeur m'a dit que Je devais. non, les enfants. Les enfants, d'accord. Les enfants. On a fini ENT, c'est ça? Devrait. Non, c'est le verbe venir. Pourquoi vous me voulez mettre devoir? Oui, c'est vrai. Viende.
Alors, à quel temps tu veux le mettre? Venez. Le professeur Viendrez. m'a dit que les enfants viennent. Venez ou bien, comment ça dit? Conditionnel, je pense. Conditionnel, ça donne Viendrai. quoi? Oui. Viendrai. Viendrait. Viendrai Viendrait. Viendrai, d'accord. Viendrait au au cinéma. cinéma. Demain. Et Non. Demain, c'est la change. future. Demain, au discours en direct, ça donne quoi? Le lendemain. Le lendemain. Lendemain. Le lendemain. Donc, vous voyez, toutes ces règles-là, apparemment, vous ne les maîtrisez pas bien. Donc, bah, il faut les travailler. Il faut les travailler. OK? Ah, Les structures impersonnelles. Il est important que, il est nécessaire que, il est utile que, il est indispensable que, etc., etc. Vous devez les connaître parce que ça va vous permettre d'utiliser le subjonctif. D'accord? Je vous donne quelques exemples. Il est indispensable que l'État prenne des décisions rapides. Il est nécessaire que les citoyens fassent des efforts. Il est utile que les élèves apprennent à utiliser les nouvelles technologies. Vous voyez, je vous ai donné 3 exemples rapides avec systématiquement un subjonctif. L'état de peine et Citroën faisant. Alors là, c'est le Et verbe prendre. Là, c'est le verbe prendre au subjonctif. Là, c'est le verbe faire au faire. subjonctif. Et là, c'est le verbe apprendre apprendre à peine. au subjonctif. Donc, il faut que vous connaissiez parfaitement le subjonctif. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. Le discours formel. Le discours formel. Le on. Je sais que les Français l'utilisent tout le temps, mais le on, je ne veux pas l'entendre. Donc le on, vous pouvez le remplacer ou par une voix passive ou par une structure impersonnelle. Par exemple, on doit travailler. Il est important De travailler. de travailler. On ferme les portes à 18h. Les portes Sans sont faire. fermées à 18h. Donc, à chaque fois que vous avez un on, vous pouvez le remplacer ou par une structure impersonnelle ou par une voix passive. Donc, je ne veux pas entendre de on dans vos productions orales. Vous ne devez jamais conjuguer le verbe devoir ou le verbe falloir au présent. Donc, vous devez, il faut faire, c'est considéré comme un ordre et on ne donne pas un ordre à un Français. Il ne faut pas donner d'ordre à un Français, il faut lui donner des conseils. Et les conseils, ce n'est pas au présent, c'est au conditionnel. Donc, ça va donner, vous devriez ou il faudrait. Et donc, le conditionnel, comme je l'ai dit, pour toutes les solutions. Le présent indicatif. Alors, présent l'indicatif, interdit. Avec les verbes d'ordre, ne donnez pas un ordre au présent. D'accord. C'est considéré comme agressif, comme une agression verbale. Et il ne faut surtout pas agresser verbalement une personne. Donc, on ne dit jamais il faut, vous devez, etc., etc. Tu dois, non. Tu devrais, il faudrait, vous devriez. Il serait, ou une structure impersonnelle, il serait nécessaire de. Au lieu de dire il faudrait, je pourrais dire il serait nécessaire de. Donc là, j'ai un conditionnel plus une structure impersonnelle. OK? Au cours de l'examen. Alors, préparation.
Donc, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous aurez le choix entre 2 sujets. Écrivez au brouillon tout ce que vous devez faire dès le départ pour ne rien oublier. Donc, tout ce que je vous ai dit là, essayez de vous faire une petite fiche. Et puis, dès que vous arrivez le jour de l'examen, vous notez rapidement au brouillon. Ah, faut surtout pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Et à la fin, vous vérifiez si vous avez rien oublié. Ça peut vous aider. Donc ça, je vous l'ai dit aussi, n'écrivez pas sur les feuilles qui vous sont données. Ou alors, éventuellement, demandez au départ au correcteur si vous avez le droit d'écrire. Alors, ne pas maniquer, je sais, c'est facile. Facile à dire. C'est pas forcément facile à faire. Oui, c'est vrai. Et donc, ne rédigez pas des phrases entières. Si je peux vous donner un conseil, le jour de l'examen, ne dépassez pas 1 page. Vos notes ne doivent pas dépasser cette page-là. Sans retourner, hein. Sans retourner. Tout doit être sur la même page. Donc, utilisez des mots-clés. Ne dites pas, n'écrivez pas. La voiture électrique permet de limiter la production de gaz à effet de serre. Vous mettez gaz à effet de serre. Point. Et ce sera à vous, en voyant ce mot-là, de dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça ». Mais ne mettez pas des phrases entières, vous n'aurez pas le temps. Vous n'avez qu'1 heure pour faire tout, vous n'aurez pas le temps. Et en plus, vous ne pourrez pas lire ce que vous avez écrit sur votre feuille. Ils ne vous laisseront pas faire. Vous imaginez, vous êtes… alors, je ne parle pas forcément de l'examen du DALF. Vous êtes patron. Et puis, vous êtes prof. Et puis, il y a l'élève qui arrive devant vous et qui ne lève pas les yeux de sa feuille, qui ne vous regarde jamais et qui lit son texte comme ça, sans jamais vous regarder. Vous allez penser quoi? Vous n'allez pas apprécier cette présentation orale. Donc, mettez-vous à la place des examinateurs, ils sont exactement dans la même situation que vous. Ils ne vont pas apprécier. Et moi, je pense qu'il y a même qu'ils ne vous laisseront pas faire. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Eh oh, regardez-nous. Regardez-nous. » Ce n'est pas votre feuille que vous regardez, c'est nous. C'est à nous que vous expliquez ça, ce n'est pas votre feuille. Donc, c'est nous que vous regardez. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant mes formations, les élèves qui préparent les productions orales, ils s'enregistrent en vidéo et ils m'envoient la vidéo. Et ils doivent regarder la caméra quand ils me parlent. Parce que je les entraîne à le faire comme ça. Parce que sinon, s'ils le font en audio, très souvent, ils essayent en audio. Ah ouais, mais j'ai pas la caméra, ma caméra, elle fonctionne pas, etc., etc. Et puis, quand j'entends l'audio, quand j'entends le fichier MP3, j'entends les feuilles qui se tournent. D'accord ? Donc, je sais très bien que la personne, elle est en train de lire. Il y a pas… Tout est fluide, elle ne s'arrête pas, elle ne réfléchit pas, etc. Et puis j'entends la feuille qui tourne, la feuille qui tourne. Ah, non, ça j'ai oublié. Oui, donc je disais que… Non, il ne faut pas exagérer quand même. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 35 ans de métier. On m'a tout fait. Hein. Les élèves, ils m'ont tout fait. Donc, je connais toutes les techniques des élèves. Donc, ça ne marche pas avec moi. OK. Pendant la présentation, donc je vous l'ai dit, dites bonjour, présentez-vous et souriez. N'ayez pas l'air d'être à la fin de votre vie, c'est la fin du monde, etc., etc. Bon, c'est qu'un examen. Hein. OK ? Ce n'est pas un concours. C'est un examen. Donc, il suffit d'avoir la moyenne. C'est pas, il faut être dans les meilleurs. Il suffit d'avoir la moyenne. Alors, tout dépend un petit peu de vos besoins à vous. Mais si vous voulez juste avoir le C1, peu importe la note, bon, respectez la méthodologie, vous êtes sûr de votre coup. Si après, vous voulez avoir une bonne note, ce que moi je considère être une bonne note, je vais dire que c'est plus de 80 sur 100. D'accord ? Plus de 80 sur 100, c'est une bonne note. Si vous voulez avoir plus de 80 sur 100, bah, il faut travailler la partie grammaire. Parce que la méthodologie, vous l'aurez, mais la partie grammaire, je vous donnerai un cas d'une élève
qui l'a passé au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça, en Égypte. Elle l'a passé au Caire. Et là, elle a un bon niveau, mais elle s'est complètement plantée sur la production écrite. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, on lui demandait de faire une lettre ouverte, et elle a fait une lettre formelle. Donc, elle n'a pas du tout respecté les caractéristiques de la méthodologie. Elle a une note catastrophique en production écrite, qu'elle a réussi à rattraper avec les autres matières. Donc, elle a eu son C1 quand même, elle a eu 75 ou quelque chose comme ça sur 100, mais elle était déçue, quoi, parce qu'elle voulait avoir plus de 80. Mais elle s'est trompée sur la méthodologie, et ça lui a coûté énormément de points. Donc, respectez la méthodologie, et il n'y a pas de souci. Alors, des conseils. Donc, revoir tous les points de grammaire dont je vous ai parlé. Je sais, il y en a beaucoup, ça fait du travail, mais c'est nécessaire. Faites attention aux erreurs classiques dues à votre langue. Par exemple, pour les Espagnols, si tuviera, c'est pas si j'aurais, hein. C'est si j'avais. L'espagnol utilise le subjonctif, le français utilise l'imparfait. En anglais, c'est I'm 22 years old. C'est le verbe donc to be. En français, c'est le verbe avoir. Donc, ne dites pas je suis 25 ans. C'est j'ai 25 ans. I'm well, estoy bien. C'est à chaque coup le verbe être. Le français utilise le verbe aller. Il ne dit pas je suis bien. C'est pas français de dire je suis bien. C'est je vais bien. OK? Donc, maîtrisez la conjugaison des verbes. Donc, je vous l'ai dit, notamment conditionnel et subjonctif. Faites des fiches de vocabulaire par thème et des fiches argumentatives. Alors oui, je ne vous ai pas présenté d'exemple. Je ne l'ai pas ouvert. J'en ai pas forcément. Je ne sais pas où c'est que je pourrais trouver ça. Non, je ne sais pas où je les ai mises. Non, je ne sais pas où elles sont. Ah non, c'est pas dans Toshiba. Fiche. Non, je ne sais pas où je les ai mises, les fiches argumentatives. Donc, faites des fiches argumentatives, ça veut dire que sur tous les sujets qui peuvent tomber à l'examen, faites des fiches avec les avantages, les inconvénients, les problèmes, les conséquences. Cherchez sur Internet pour anticiper. Alors, anticiper quel sujet? Anticiper les sujets de l'actualité en priorité. L'inflation actuelle et ses conséquences sur la consommation, par exemple. J'ai lu un texte hier, par exemple, un article hier, les gens en France n'achètent plus de bio. Parce que déjà que c'était cher avant, mais aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de se l'acheter. Donc, les gens n'achètent plus de bio. Donc, la filière bio, aujourd'hui, est en grosse difficulté. Parce que les gens, ils achètent le moins cher possible. La sobriété énergétique. L'État n'arrête pas de nous dire, attention, 19 degrés dans les maisons, etc., etc., etc. C'est quoi la sobriété énergétique? La précarité énergétique. Le fait que certaines familles, comme elles n'ont plus d'argent, elles ne peuvent plus se chauffer. Donc, ils vivent dans des maisons où il fait 8 à 10 degrés. Les seniors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les seniors. Moi, je suis un senior. Non, justement, non. Il ne faut pas mélanger seniors et personnes âgées. C'est pas la même chose. Les seniors, c'est moi. Les seniors, c'est les plus de 50 ans qui travaillent encore. C'est-à-dire qu'on a 50 ans, 55 ans, on doit travailler, mais les entreprises ne veulent plus de nous. Parce que les entreprises considèrent qu'on est trop vieux, on a des idées de vieux, et donc ils ne veulent plus de nous. Ils préfèrent avoir des jeunes. OK? Mais donc, on se retrouve dans une situation où les gens, on les oblige à travailler, mais personne ne veut d'eux. C'est ça les seniors. Et les conséquences sur l'âge de la retraite, c'est-à-dire que non seulement les entreprises considèrent qu'on est des vieux à partir de 50 ans,
Mais maintenant, on doit travailler jusqu'à 65. Donc, pendant 15 ans, on fait quoi? OK, donc ça, c'est un sujet. ChatGPT, j'imagine que vous avez tous entendu parler de ce truc. OK, non? Guadalupe. En serio? Bien entendu. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Non. Donc, le ChatGPT, c'est un. Pour le moment, c'est gratuit. Hein, pour le moment. ChatGPT, c'est un système d'intelligence artificielle qui permet de. C'est-à-dire que je lui donne un sujet, je lui dis, je lui donne le sujet sur les voitures électriques et il me sort un texte déjà tout préparé sur les avantages et les inconvénients de. Donc, en fait, il suffit que je fasse du copier-coller du texte et que je donne ça à mon prof. OK? Donc, ça, les conséquences que ce système va avoir sur l'enseignement. La violence dans l'éducation. Vous avez certainement entendu parler de cette prof qui a été assassinée par son élève la semaine dernière. Oui. J'ai une élève, moi, qui est prof. Elle me dit que toutes les semaines, dans son établissement, il trouve des couteaux dans les sacs des élèves. Toutes les semaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont les utiliser, mais ils ont quand même une arme sur eux. Donc, c'est toutes les semaines dans son établissement. Elle habite du côté de Bordeaux. Le congé menstruel, ça a été mis en place en Espagne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, les femmes qui ont leurs règles douloureuses ont le droit à 2, 3 jours, 4 jours de repos tous les mois pour récupérer. Ils sont payés? Oui, c'est un arrêt maladie payé, totalement payé. C'est bien. Arrêt totalement. Donc, des sujets qui sont tombés aux examens dans les différents pays. L'intelligence artificielle, justement. L'éducation positive, c'est tombé la semaine dernière. L'éducation positive, c'est tombé la semaine dernière. La recherche du bonheur, c'est tombé également la semaine dernière. Transition écologique, c'est tombé le mois dernier. Donc, la sensibilisation à l'écologie, les jardins partagés, etc. etc. Donc, toute la partie écologie. Les effets néfastes de la publicité. La malnutrition ou la sous-nutrition et la surpopulation. Tout ça, ce sont des sujets qui sont tombés dans les 6 derniers mois, un peu partout dans le monde. Et c'est important que vous les prépariez. Parce que il y a en gros 200 pays en France, dans le monde, qui ont une alliance française. Environ 200 pays qui ont une alliance française. Imaginez, chaque alliance française fait 3 examens par an, minimum. En France, il y en a un tous les mois. Mais dans beaucoup de pays, c'est 3 par an. Imaginez, en plus, ils doivent en donner 2 aux élèves. Donc, ça fait 6 sujets par session et par pays. Vous imaginez le nombre de sujets qu'il faudrait créer pour toutes les alliances françaises du monde? Ça se compterait en milliers de sujets. C'est pas possible. Donc, par exemple, le sujet sur l'éducation positive, j'ai 3 élèves qui l'ont eu en même temps dans 3 pays différents. J'ai une élève qui l'a eu en Espagne, j'ai une autre élève qui l'a eu en Allemagne, et j'en ai une qui l'a eu en Égypte. Le même sujet a 1 mois de décalage. Parce qu'il y a des sujets qui sont créés et qui ensuite sont partagés, sont envoyés dans les différentes alliances françaises pour qu'ils les utilisent. Il ne faut pas croire que chaque alliance française crée ses propres sujets. Ce sont des sujets qui sont créés à Paris et qui sont envoyés ensuite dans toutes les alliances françaises. Donc, dès que vous voyez un sujet qui tombe, travaillez-le. Parce qu'il peut retomber dans votre pays. OK? D'accord. Médecine alternative aussi qui est tombée dernièrement. Médecine alternative qui est tombée. Alors là, je finis par un petit peu de pub quand même. Pub perso. Donc, si
vous êtes vous-même intéressé par une formation ou vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par une formation de DALF C1, sachez que ce type de cours, donc, ça fonctionne. Je le fais 2 fois par semaine, donc généralement lundi et jeudi. Donc pendant 1h30, 1h30 le lundi, 1h30 le jeudi. Et nous travaillons donc les 4 parties, production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale. Et nous travaillons de cette manière-là. C'est-à-dire que nous sommes en visioconférence, on se parle, on discute, on trouve des arguments, etc., etc. On revoit les points de grammaire. Tout est enregistré, donc vous pouvez les revoir. Si un jour vous ne pouvez pas assister pour une raison ou une autre, vous pouvez revoir la vidéo derrière, il n'y a pas de souci. C'est mis sur Classroom, sur le groupe Classroom, et vous pouvez les voir quand vous voulez. Il y a systématiquement, comme ça va être le cas ici, donc ce fichier PDF où je note tout ce qui a été fait pendant le cours. Donc pareil, si vous pouvez revoir tout ce qui a été fait si vous n'avez pas pu assister. Et je propose en plus 3 productions orales dans les conditions de l'examen. C'est-à-dire que la formation dure 9 semaines. Donc ça veut dire 9 productions orales qui sont travaillées en groupe, plus 3 productions orales qui sont travaillées de manière individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, Guadalupe me dit « Ah, moi j'aimerais bien en passer une le lundi matin à 10h. » Je lui dis « Pas de problème, je t'envoie le sujet à 9h, tu as 1 heure pour le préparer, et à 10h, tu le présentes devant moi en individuel, dans les conditions de l'examen. » Et ça, donc, on en fait 3 pendant la formation. 3 productions orales comme ça pendant la formation. Et je précise, c'est déjà tombé sur YouTube, sur Facebook depuis 2 heures maintenant. Pendant le week-end, là, pendant le prochain week-end, donc à partir de vendredi soir 18h jusqu'à dimanche soir 18h, il y a une réduction de 40% sur ces formations, qui normalement donc coûtent 240 €. Elles sont pendant 48 heures à 200 €. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des questions rapides pour finir? Parce que ça fait quand même. J'avais prévu 1 heure, 1 heure et demie, ça fait déjà 2h moins le quart qu'on est là. Mais est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, monsieur, juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des conseils pour bien gérer notre temps de préparation, les 60 minutes qu'on a quand L'entraînement dans les conditions de l'examen. OK. L'entraînement dans les conditions de l'examen. Il ne faut pas le faire au départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dès le premier jour, si tu n'en as jamais fait, il ne faut pas te dire, allez, il faut que je le fasse en 1 heure. Non, laisse-toi du temps. Fais-le en 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures si tu as besoin. Prends ton temps. Et petit à petit, tu réduis. Tu réduis jusqu'à ce que tu sois capable de le faire en 1 heure. Mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre le jour de l'examen pour se dire, je ne suis pas sûr d'y arriver en 1 heure. Non, il faut s'être entraîné avant dans les conditions de l'examen. Pareil pour l'écrit, hein. Pour la synthèse. Synthèse et essai argumenté en 2h30, je vous assure, c'est chaud. Hein. Arriver à faire la synthèse et l'essai argumenté en 2h30, c'est vraiment très compliqué. J'ai mes élèves là en première semaine de formation, ou les 2 premières semaines de formation, la synthèse, certains mettent jusqu'à 7 heures pour la faire. Et donc, le jour de l'examen, ils auront 1h30 pour la faire. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, il faut vraiment s'entraîner dans les conditions de l'examen. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des liens où on peut trouver des sujets qui parlent des actualités en France? Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Je ne sais plus où, mais je ne vous en ai pas forcément parlé parce que je voyais le temps qui passait. Mais vous les avez sur le dos. Voilà. Je vous conseille. Alors, le problème aujourd'hui des journaux français, c'est qu'ils sont presque tous payants. C'est-à-dire qu'ils vous donnent les 10 premières lignes de l'article et après, si vous voulez avoir la suite, il faut payer. Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est de plus en plus cher. Moi, j'avoue que je m'étais au départ abonné au Figaro, mais ils sont à 15 € par mois. J'ai dit, ça suffit, j'arrête.
c'est pas possible. Donc, il y a un site, The Conversation, qui est très très bien. Donc, je peux vous le montrer rapidement si vous voulez. Donc, voilà. C'est ce site-là. Donc, continuez sans accepter. Vous avez en haut, moi, il se met directement en français, mais vous avez en haut la langue. Donc, vous pouvez le mettre dans la langue que vous voulez. Et en fait, ou en anglais ici, donc je peux choisir de le mettre en anglais, par exemple. Et vous avez tous les thèmes principaux. Ce sont des articles qui sont écrits par des profs d'université. Donc, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des profs d'université qui écrivent ces articles. Donc, c'est généralement bien écrit, il n'y a pas d'erreur, et c'est bien documenté, c'est très, très intéressant. Et vous voyez, vous l'avez par thème. Donc, si je choisis, par exemple, le thème éducation, bah, j'ai tous les thèmes sur l'éducation qui arrivent. Bah, vous voyez, par exemple, ChatGPT. Ouais. Ils en parlent. Se séparer des parents pour grandir, combattre l'antisémitisme dans l'enseignement, etc. Comment encourager la lecture chez les enfants. Vous voyez, il y a des thèmes très intéressants et c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer, tout est en accès libre. Ok, donc c'est vraiment très très bien ceci. Sinon, si vous préférez des podcasts ou des fichiers vidéo, vous avez des sites comme par exemple France Info. France Info, où vous avez de nombreuses vidéos qui sont publiées et vous pouvez revoir les vidéos. Et pareil, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le système de YouTube, vous voyez en haut, là, vous avez la ligne, là, accueil, vidéo, short, etc., etc. Vous allez encore un petit peu plus à droite et vous avez donc la petite loupe. D'accord? Donc, vous cliquez sur la petite loupe, vous faites par exemple éducation et vous allez avoir tous les articles de France Info sur l'éducation. Et l'accès est gratuit? L'accès est gratuit. Sur YouTube, tout est gratuit. Ok, merci. Sur YouTube, tout est gratuit. Alors, ça dépend. Alors, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, chacun d'entre vous. Ça dépend peut-être du pays dans lequel vous êtes. Il y a certains pays qui bloquent l'accès à certaines vidéos de YouTube. Ok. Ok, donc je pense notamment par exemple à des pays de l'Europe de l'Est, des pays de l'ancienne URSS. Ils ont des blocages. La Chine, ils ont des blocages de vidéos. Donc il y a certains pays où c'est bloqué, mais généralement c'est pas, il n'y a pas trop de soucis. Donc, vous avez France Info, vous en avez plein. Hein, je les ai mis ici, par exemple, Média. Voilà. Voilà tous ceux que j'ai, moi, d'enregistrer. Vous avez France Culture. France Info. Vous avez Le Figaro. Vous avez Le Monde. Vous avez le HuffPost. Vous voyez, vous avez TV5 Monde. Oh oui. RTL, Public Sénat, Nantes Université qui fournit de très bons articles très souvent, l'Université de Nantes. C'est-à-dire, ça c'est une émission qui passe sur la 5e chaîne française régulièrement, ils mettent certains articles qui peuvent être très intéressants. Vous voyez, il y en a énormément. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces pages et à lire régulièrement et à écouter régulièrement du français. C'est très important. Pour votre culture générale, c'est très important. D'accord. Et donc, ouais, c'est ce que je vous ai mis là aussi. Hein. Travaillez régulièrement, tous les jours. Moi, je préfère que vous fassiez 20 minutes tous les jours que 4 heures le week-end.
parce que 4 heures le week-end, vous allez finir par fatiguer. Et ce que vous allez apprendre pendant les 4 heures, vous allez l'oublier. Entre ce week-end-là et le week-end suivant, vous allez en oublier la moitié, voire les 3/4. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment la répétition, la régularité qui va vous permettre d'enregistrer les informations. OK? D'accord. Bon, par contre, je vais être obligé de raccourcir un petit peu. Oui, j'ai un autre truc qui démarre à 21h. Donc, il faut que je souffle un petit peu quand même entre les deux. Donc, je vous remercie de Merci à vous. Merci à votre vous. présence. Merci beaucoup à vous. Merci pour vous. Et puis, bon courage pour ceux qui vont éventuellement passer l'examen dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et puis, donc, je continue à mettre régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas également à partager les liens vers ma vidéo, vers ma chaîne, etc. Plus il y aura de monde à la suivre, plus ce sera intéressant pour moi aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à Bonne vous. soirée à vous. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.